Bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième vidéo de l'insolente linguiste en isolement. Aujourd'hui, on va parler de l'insécurité linguistique. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et c'est un sujet que je maîtrise beaucoup parce que c'est comme ma spécialité. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous avez sûrement remarqué que j'ai changé mon setting. J'essaie quelque chose avec mon cellulaire. On va essayer de rendre ça plus agréable. Il faut que je me concentre pour regarder là, d'ailleurs, parce que j'ai tendance à vouloir regarder là, puis là, j'ai l'air folle. Donc, voilà, on essaye ça comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est l'insécurité linguistique? C'est le fait de identifier une norme, c'est-à-dire qu'on dit, donc, voici cette manière-là de parler, cette manière-là d'utiliser la langue, c'est la bonne manière, c'est la norme, c'est vers ça qu'il faut aller. Mais après ça, se sentir inadéquat par rapport à cette norme-là qu'on a identifiée. Donc, c'est ça de l'insécurité linguistique. Le sentiment en soi d'insécurité, c'est ça. C'est qu'on a à faire quelque chose, on a une tâche à faire ou quelque chose, peu importe quoi, là, et on se trouve inadéquat pour faire cette tâche-là, puis là, ça génère de l'insécurité. Le sentiment d'insécurité, c'est un sentiment super, super personnel. Donc, ça se règle vraiment au cas par cas. On ne peut pas dire on va gérer l'insécurité de tout le monde en même temps. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait vraiment sur le plan personnel parce qu'il faut travailler sur soi, il faut aller chercher au plus profond de nous pourquoi on a ce sentiment-là, pourquoi on se sent comme ça, et après ça, aller plus loin. Ça prend presque une thérapie, là, mais en tout cas. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on parle d'insécurité linguistique pour ne pas viser des personnes en particulier, pour ne pas arriver et dire « Hey, toi, tu fais de l'insécurité linguistique. » C'est comme une des pires affaires à faire. Là, je me souviens, j'ai fait ça, moi, quand j'étais au début dans mes études de linguistique, puis j'avais découvert le concept d'insécurité. Bien, je les identifiais, puis je pensais que j'allais aider les gens en leur disant qu'ils faisaient de l'insécurité linguistique. Puis non, faut pas faire ça. Donc, avertissement, faites pas ça. L'insécurité linguistique au Québec, maintenant. Là, je tiens à mentionner que là, je vais parler du Québec parce que c'est ça que j'ai étudié, c'est cette situation-là que j'ai étudiée. Mais évidemment que ce dont je vais parler aujourd'hui, ça peut s'appliquer à plusieurs autres communautés linguistiques. Là. C'est pas, le Québec n'a pas le monopole de l'insécurité linguistique. Il ne faut pas penser ça. De toute façon, le concept même d'insécurité, il a été inventé ou découvert, ou en tout cas mis en place par un sociolinguiste américain qui s'appelle William Leboeuf. Donc, manifestement, c'est pas juste les Québécois, c'est pas juste au Québec qu'on a ça. Donc, ça peut se faire beaucoup dans plusieurs communautés. Évidemment, aujourd'hui, je vais parler du français. Donc, les communautés linguistiques qui parlent français ont tendance à faire de l'insécurité linguistique et on va voir pourquoi. Donc, pourquoi, historiquement, pourquoi depuis un certain temps, les gens qui parlent français, qui ont le français comme langue maternelle, ou peut-être pas nécessairement comme langue maternelle, mais c'est sûr que quand c'est ta langue maternelle, l'insécurité en soi peut être un petit peu plus toxique et un peu plus forte. Donc, pourquoi les francophones pensent qu'ils parlent mal, qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils sont inadéquats? Bien, ça, cette manière-là de penser, elle a une origine historique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que après la Révolution française, donc peu de temps après la Révolution française, en France évidemment, il y a eu un grand mouvement qui a fait en sorte que l'instruction publique a été rendue obligatoire. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas instruits, qui sont allés à l'école. Et on s'entend que dans ce temps-là, aller à l'école et s'instruire, c'était savoir lire et écrire et les notions de base de l'école. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'instruction publique obligatoire, on a dû créer un système pour enseigner le français. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à cette époque-là, post-révolutionnaire, on a voulu éradiquer les dialectes en France, on a voulu enlever tout ce morcellement dialectal qu'on voyait en France à l'époque, parce qu'on a dit qu'une nation devait parler une langue. Donc, on a comme imposé le français, quelque chose comme « au nom de la liberté, tu parleras français », là, c'est... En tout cas, bref. On n'insistera pas là-dessus. Mais donc, ce qui est arrivé, c'est qu'après la Révolution française, avec l'instruction publique obligatoire, on a comme créé des ouvrages de référence. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à avoir beaucoup d'ouvrages de référence, de commentaires dans les journaux, de toutes sortes de choses sur la correction du français. Et là, en créant les ouvrages de référence, on a dit, voici ce qui est dans ce livre-là, c'est du français.
Et le reste autour, c'est soit du mauvais français, soit pas du français du tout. Donc, ça fait quand même assez longtemps qu'en français, on a cette espèce d'image-là qu'il y a un seul français de valable. Et c'est le français qui est dans les ouvrages de référence. Tout ce qui est en dehors des ouvrages de référence, c'est pas valable. C'est comme ça qu'on a été élevé en quelque sorte, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça. La langue dans les ouvrages de référence, c'est la vraie langue, c'est la bonne langue. Donc, il faut imposer ça, il faut aller vers ça, alors qu'en soi, les ouvrages de référence devraient décrire l'usage et non le contraire, mais bon, en tout cas, on n'entrera pas là-dedans. Donc ça explique pourquoi les francophones, at large, là, en général, ont tendance à faire de l'insécurité linguistique, parce qu'il y a personne qui parle comme un ouvrage de référence. Pour vrai, là, ça se peut pas, parce que les ouvrages de référence sont pas exhaustifs, ils ont pas la science infuse, là. C'est des gens qui font ces ouvrages de référence-là, donc c'est pas comme ça que ça marche, là. Puis l'idée qu'il y a un seul français d'acceptable et qu'on n'accepte pas beaucoup la variation, bien, on le remarque dans certaines petites choses. Par exemple, mettons qu'on a un film en anglais dans lequel il y a plusieurs accents. Mettons, il y a un personnage qui parle avec un accent british, un autre personnage qui parle avec un accent américain, etc., etc. Qu'est-ce qui arrive quand on fait le doublage français? Il n'y a plus de variation. Parce que l'idée de la variation en tant que telle n'est pas valorisée en français. D'ailleurs, on n'a pas vraiment de mots pour décrire la variation. On en a en linguistique, là, mais je veux dire, le commun des mortels, là, les gens de tous les jours, dans le langage familier, populaire, on n'a pas de mots pour décrire correctement la variation. C'est soit l'accent, soit moins bon, soit meilleur, soit etc. Donc, on n'a pas vraiment de termes pour parler, pour décrire le fait qu'une personne parlerait différent d'une autre personne, parce que cette variation-là, en soi, historiquement, on se les fait corriger. On se fait dire, ben non, tu peux pas dire ce mot-là, c'est pas français, ce mot-là, c'est pas bon, c'est une erreur, etc., etc. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on ne parle pas comme les ouvrages de référence, manifestement. On ne le fait pas, ça. Mais en arrière de notre tête, comme en arrière-plan, il y a toujours cette espèce de sentiment qu'on devrait faire mieux, on devrait s'améliorer, on devrait toujours faire quelque chose de mieux par rapport à sa langue, alors que c'est simplement des jugements de valeur. Donc ça, c'est pour la francophonie, pour les francophones en général, et en passant, j'inclus la France dans la francophonie, là, contrairement à certains linguistes français. Donc moi, dans la francophonie, c'est la France aussi. L'idée, c'est qu'on a aussi, au Québec, un autre problème. Et là, c'est pas juste au Québec, je répète, ça peut s'appliquer à plusieurs autres communautés linguistiques, mais là, je vais parler précisément du Québec. C'est qu'on sait, en fait, au Québec, on parle de la variation d'une langue qui n'accepte pas la variation. Donc, déjà là, c'est déjà problématique. Mais c'est encore pire, parce que, disons, vers les années 1850, je dirais, donc après l'acte d'union du Haut et du Bas-Canada, là, je rentre un peu dans l'histoire du Québec, là, mais donc, on a eu une volonté de la part des autorités britanniques d'assimiler les francophones. C'est ça qu'ils voulaient faire, là. C'était ça qui était écrit dans les données. Vous lisez le rapport Durham, l'infameux rapport Durham. Donc, c'est ça qui est écrit. On va assimiler les Canadiens français, les francophones, pour faire en sorte qu'ils arrêtent de faire des problèmes comme ils ont fait durant les troubles des Patriotes, la rébellion des Patriotes de 1837-1838. Donc, on a fait l'acte d'union avec la volonté d'assimiler les francophones. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que les penseurs canadiens-français, les penseurs francophones, les lettrés, ils ont dit « Wow, t'as wow, non, ça ne marchera pas, là, tu ne vas pas faire ça. » Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour une volonté de défense contre l'assimilation, on s'est dit, bien, si les gens du Québec, du Bas-Canada, ou peu importe comment ça s'appelait à cette époque, appartenaient à la France, s'ils parlaient comme des Français, en fait, bien, les Anglais ne réussiraient pas à assimiler parce que la France, c'est un gros ensemble. Donc, si les gens ici se mettaient à parler comme on parle en France, s'ils se mettaient à utiliser la langue comme on utilise en France, bien, ça protégerait de l'assimilation. C'est ça, ça a été ça l'espèce de pari que les gens ont fait. Ce que ça a donné comme résultat,
c'est qu'on s'est mis systématiquement à condamner toutes les particularités du français québécois, que ce soit les anglicismes, que ce soit les tournures de phrases qui n'étaient pas pareilles comme celles en France, peu importe. On s'est mis vraiment, vraiment à condamner les particularités du français québécois. C'est à partir de, en fait, le premier ouvrage de référence, premier ouvrage correctif, je dirais, là, c'est un ouvrage de Thomas Maguire qui date de 1841, c'est comme drette à l'acte d'union. Et dans cet ouvrage-là, c'est vraiment systématique. Là, on parle d'expressions honteuses, de toutes sortes de choses comme ça dans cet ouvrage-là pour condamner, pour défaire le français qui est parlé ici, pour dire que, en fait, ce qui est arrivé, ce serait comme si on était des anciens Français ici, comme si les gens ici, c'était des anciens Français qui ont été pervertis par les méchants Anglais. Donc, il faut retrouver, en quelque sorte, cette espèce de français pur qu'on avait avant l'arrivée des Anglais, et comme ça, on va être sauvé de l'assimilation. Donc ça, c'est la base de la pensée qu'on a eue à partir de 1850. Et ça s'est continué comme ça. C'est comme ça depuis un méchant bout de temps. Là, il ne faut pas penser que aujourd'hui, on fait ça de manière aussi évidente, parce que c'est sûr qu'à cette époque-là, on disait ben, tel mot, c'est pas bon parce que les Français le disent pas. Carrément. Carrément, c'est ça qu'ils disaient. Mais on a encore des espèces de... Des choses dans les ouvrages de référence qui symbolisent ça. Par exemple, quand on va systématiquement refuser une expression parce qu'elle existe en France, au Québec, mais elle n'est pas la bonne expression. Ou quand les Québécois, les gens du Québec vont utiliser un mot dans un autre sens que celui qui est attesté dans les ouvrages de référence, bien on va dire non, 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 ce mot-là, c'est pas le bon mot, c'est pas le vrai sens, donc il faut le corriger. Comme si les francophones du Québec n'avaient pas le droit d'inventer des sens, d'ajouter des sens, de jouer sur leur propre langue. J'ai un bon exemple à ce sujet-là. Quand j'enseignais la grammaire, j'avais dans un ouvrage de référence qu'on donnait aux gens à qui j'enseignais des exemples, des exemples de fautes, en fait. Et dans cet ouvrage de référence-là, il y avait le mot « menterie ». Donc, on sait qu'au Québec, on utilise le mot « menterie » dans le registre familier, et quand on veut parler d'une manière un peu plus soignée, on va dire « mensonge ». Mais le mot « menterie » est quand même assez répandu chez pas mal tout le monde au Québec. Mais dans cet ouvrage de référence-là, c'est une espèce de cahier, là, dans ce cahier-là, c'était écrit que le mot « menterie » n'existait plus en français, donc c'était comme un archaïsme, et qu'il fallait dire mensonge à la place. Mais je trouve ça tellement rough, puis tellement, même limite ridicule comme manière de décrire les choses, parce que, je veux dire, il existe en français, on le dit, on l'utilise au Québec, là. C'est comme si les Québécois, les gens du Québec, faisaient pas partie du bassin sur lequel on va se baser pour dire qu'un mot est bon ou qu'un mot est pas bon. Donc, un mot québécois va être condamné, on va dire, il n'existe plus en français, mais le Québec le dit. Comment ça se fait? Ben oui, il existe encore en français. On est des francophones, on parle français et nous, on l'utilise. Donc, pourquoi il faudrait dire qu'il n'existe pas en français? Donc, ça, c'est un exemple que je donne pour illustrer cette espèce d'attitude-là qu'on a par rapport aux mots du Québec, par rapport à la langue qu'on parle au Québec. Et c'est comme ça un peu partout. Puis c'est comme ça, c'est très, très insinueux, c'est super subtil. Ça peut aller du contenu des ouvrages de référence, ou ça peut aller aussi quand on entend parler quelqu'un, on va remarquer son accent, ça sera pas bon, on va faire des commentaires. Donc, cette insécurité linguistique-là, c'est un gros sentiment super toxique. Et ce qui est problématique au Québec, c'est que c'est comme si cette insécurité-là était acceptée et même décrite. C'est comme si on se sentait bien d'avoir cette insécurité-là. C'est comme, l'exemple que je peux donner, c'est que quand on a une insécurité par rapport à quelque chose, puis qu'on rencontre une autre personne qui a la même insécurité, on est un petit peu content, hein, parce qu'on se sent un peu compris, puis on est moins mal, fait qu'on peut échanger entre nous des choses comme ça. Par exemple, moi, je sais que j'ai pas le sens d'orientation, mais zéro, je me perds complètement tout le temps.
Et j'avais une amie qui avait zéro sens d'orientation, elle aussi. Donc, quand on était ensemble, ça faisait du bien. Parce que je savais que si, mettons, je me perdais, elle n'allait pas rire de moi, ou elle n'allait pas me critiquer, ou elle n'allait pas faire des commentaires sur le fait que je me sois perdue, ou sur le fait que je ne sache pas où aller, ou des choses comme ça, parce que je me sentais bien, parce que je savais qu'elle allait comprendre, parce qu'elle partageait mon insécurité. Donc, quand on arrive au Québec, on a une grosse masse de population qui partage la même insécurité. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est conforté dans cette insécurité-là et ça devient le langage courant, c'est-à-dire qu'il faut... le Québec parle mal, la qualité du français, etc., etc. Puis là, on tape sur le clou et c'est comme ça que ça marche. Par ailleurs, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que on pense qu'on fait le lien entre qualité du français et le maintien du français au Québec. Parce qu'évidemment, le Québec est une société francophone parmi beaucoup d'anglophones. Donc, il faut faire des actions, il faut faire certaines choses pour maintenir le français. Et cette idée que pour sauver le français, pour maintenir le français, il faut avoir un français de qualité, bien, ça, c'est un facteur d'insécurité linguistique. Parce que ce que ça donne, c'est que si je parle mal, je vais nuire au français. Et c'est de ça que se servent les gens, les commentateurs, les gens qui font des commentaires sur la qualité de la langue, c'est de ça qu'ils se servent. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Ah non, mais oui, mais c'est important d'avoir un français de qualité si on veut maintenir le français au Québec et blablabla. » Comme si ça allait de soi que ces deux choses-là étaient reliées. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Une personne ne va pas arrêter de parler français parce qu'elle ne maîtrise pas l'accord de ses participes passés ou elle dit menterie au lieu de mensonge ou peu importe quoi. C'est pas ça qui va sauver le français. Donc, c'est un autre game. Et l'idée, c'est que souvent, ces gens-là qui vont corriger les autres, bien, c'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait, ça crée de l'insécurité et ça rend l'acceptation, la validité de la variété de français québécois très difficile à obtenir. Parce que moi, c'est ça que je fais. Pourquoi j'ai cette page-là? Pourquoi je fais des vidéos, j'écris des livres, je fais des conférences, etc. Pourquoi je fais ça, moi? En fait, mon but ultime, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens fassent moins d'insécurité linguistique. Et pour faire ça, bien, il faut que les gens voient que l'idée qu'on a du français, bien, elle peut être différente. Ça peut changer, ça peut être complètement vu d'une autre manière. Et là, je présente les choses différemment. Puis là, c'est pour ça que je fais ça. Donc, l'insécurité linguistique, je pense que c'est un des sentiments les plus toxiques qu'on a au Québec parce que la langue, ça fait vraiment partie de notre identité. Et si on considère qu'on a une mauvaise langue, écoutez, quand on dit qu'on n'est pas bon, on n'a pas des bons résultats dans des cours de français à l'école, on dit qu'on n'est pas bon en français, c'est épouvantable de dire des choses comme ça. C'est comme si on dit qu'on n'est pas bon dans notre langue maternelle. Ça n'a pas de bon sens. Moi, ça me fait mal à chaque fois que j'entends parler quand j'entends dire des choses de ce type-là. Excusez-moi, je viens de bafouiller. C'est la passion. Donc voilà, c'est en gros ça l'insécurité linguistique. Et moi, ce que je fais, c'est d'essayer de détricoter l'insécurité linguistique. Mais je ne peux pas le faire pour les autres. Je suis une personne qui fait énormément d'insécurité linguistique. Personnellement, je le sais. C'est peut-être pour ça que je suis capable de la spotter si facilement, parce que j'en fais moi-même, j'en ai fait. Et il ne faut pas penser que on est spécial si on dit « Ah oui, non, moi, je ne fais pas d'insécurité linguistique » ou des choses comme ça, parce que là, si j'ai des commentaires qui disent ça, « OK, good for you, là, c'est correct, vous ne faites pas d'insécurité, c'est correct, bravo. » Mais il y a vraiment beaucoup de gens qui en font. Et tant qu'on ne réussira pas à passer outre ce sentiment-là, bien, il y a beaucoup de choses qu'on ne réussira pas à faire en tant que société. Donc, voilà. C'était mon petit laïus sur l'insécurité linguistique. Mon vidéo est un petit peu plus court que d'habitude, 19 minutes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que vous traversez cette épreuve-là avec le plus de positif possible. On fait notre possible et si jamais vous n'êtes pas positif, ben c'est pas grave, vous avez le droit aussi d'être négatif, on a le droit d'avoir les sentiments qu'on a. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine!